table ronde intitulée « Défense, est-on vraiment dans une nouvelle ère ?» Je suis très honorée d'accueillir pour en parler Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Patrice Caine, PDG de Thales, Michael Schöllhorn, PDG d'Airbus Defence and Space, et le général Éric Hautelet, major général des armées. Donc un prestigieux panel pour évoquer plusieurs questions. Comme le notait déjà la revue stratégique dès 2017, le monde est traversé par des bouleversements majeurs, bouleversements sur le plan géopolitique, avec effectivement de plus en plus d'affirmations des États-puissances, des comportements désinhibés. On le voit bien aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur le plan opérationnel également, le retour de la guerre de haute intensité à nos portes en Europe, la multiplication des champs de conflictualité, que ce soit dans le cyber, l'espace, le champ informationnel. Il y a aussi les progrès exponentiels des nouvelles technologies disruptives, telles le quantique, l'intelligence artificielle ou la robotique, et également des bouleversements sur le plan sociétal, avec l'urgence écologique qui impose de nouveaux critères aux entreprises comme aux armées. Alors, face à ces chocs technologiques, sociétaux et géopolitiques, comment les pays européens en particulier peuvent-ils maîtriser leur souveraineté et comment les armées françaises comptent-elles rester au niveau pour faire face à ces nouveaux défis et préserver un modèle d'armée cohérent, crédible et équilibré. Je vais commencer par passer la parole à notre ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, peut-être pour un panorama des défis géostratégiques actuels. Hubert Védrine, la guerre en Ukraine menée par la Russie constitue-t-elle, à votre sens, un tournant stratégique, une entrée dans une nouvelle ère? Et est-ce qu'on assiste véritablement à un réveil stratégique de l'Europe après des décennies de sommeil en ce qui concerne la défense? L'ordre mondial, à votre sens, se trouve-t-il bouleversé par cette crise? Alors, d'abord, vous m'entendez ou pas? Bon, d'accord. Merci pour votre invitation. Je suis content de participer à cet échange dans ce moment-là. C'est un public naturellement très, très au courant, très averti, donc on ne va pas perdre du temps à redire ce qui est évident pour tout le monde. Je dirais que ce que nous vivons pulvérise beaucoup de visions et d'illusions européennes spécifiquement. Un peu occidentales, mais à partir du moment où l'URSS a disparu, que l'Occident a dit on a gagné, et on se fiche totalement de ce que pensent les autres. Bon, il y a une erreur globale, mais c'est surtout européen. Donc c'est plus dur pour les Européens de réatterrir dans ce monde-là. Après, je ne reviens pas sur le fait que les Européens croyaient que la guerre était impensable. Je ne reviens pas sur le fait qu'on ait traité la Russie comme une désinvolture dangereuse. Et au début, parce qu'on n'a pas été assez inclusif. Et après, il y a 2 fois 15 années. Et après, parce qu'on n'a pas été assez dissuasif. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas être focalisé que là-dessus. Moi, ce qui m'a le plus frappé ces derniers temps, c'est qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, alors que l'agression russe est une évidence, il y a eu 140 pays pour condamner, mais 40 pays qui n'ont pas pris parti. Les pays qui ont soutenu la Russie sont peu nombreux, 5 ou 6, ils ne comptent pas, mais 40 pays qui n'ont pas pris parti et qui représentent les 2/3 de l'humanité. Ils ont réinventé le non-alignement. Donc derrière les péripéties de la guerre, derrière les atrocités humaines en Ukraine, derrière le chantage mondial global de la part de Poutine sur le blé, on va réapparaître dans tout un bloc qui n'est pas automatiquement pour Poutine, mais qui n'est plus automatiquement derrière l'Occident. Donc ça achève de détruire tout le narratif américano-global, mondialisation heureuse, on a gagné, etc. Y compris sur les valeurs universelles. Bon, tout ça est maintenant pulvérisé, mais comme les Européens y ont cru avec beaucoup plus de candeur, on va dire, pour être gentil, que les Américains, c'est plus dur pour eux. C'était des bisounours dans un monde qui est celui du Jurassic Park, donc c'est plus compliqué pour les Européens. Voilà ce qui me frappe. D'ailleurs, quand on voit l'affaire du blé ukrainien-russe, la façon dont Poutine essaie justement de retrouver le levier, quand on voit le président du Sénégal qui va négocier à Moscou pour que la Russie accepte à certaines conditions de sortir le blé qui sinon va pourrir, ce qui met en danger quand même des dizaines de pays avec émeute de la faim, immigration, etc. On voit bien qu'il y a une sorte de système qui se reconfigure, qui n'a rien à voir avec ce que les Européens avaient cru, les Occidentaux avaient cru acquis. Donc ça me paraît très frappant. Maintenant, l'impact en Europe, puisqu'on doit être synthétique là au début, bien sûr il y a un choc énorme qui a réveillé l'esprit de défense
chez les Européens, dans la tête des Européens. Alors vous savez bien, tous les professionnels savent à quel point ils doivent ramer pour rappeler qu'il faut quand même encore se défendre. Bon, brusquement, ça a réveillé cet esprit avec un changement allemand. Il faut voir ce que ça signifie concrètement pour nous, d'ailleurs. Spectaculaire. Danemark, Finlande, Suède. Réveiller de l'esprit de défense dans l'Alliance. Dans l'Alliance. Donc pour le moment, il n'y a rien qui conduise automatiquement, mécaniquement, à une affirmation, enfin, de la fameuse Europe de la défense à la française. Donc je crois que c'est le moment ou jamais de se demander pourquoi, même surtout si on veut canaliser en partie ce réveil de l'esprit de défense vers une affirmation européenne. Il faut se demander pourquoi ça n'a jamais été soutenu par aucun Européen. Pourquoi ils sont restés dans leur tête, structurellement, géopolitiquement, au moment de la signature de l'Alliance Atlantique, du traité de 1949, que les Européens avaient supplié les Américains d'accepter de faire avec l'article 5. Donc il faut se demander, alors le président Macron a relancé ça avec beaucoup plus d'énergie, de constance, mais ça a été lancé souvent, et ça s'est heurté à beaucoup d'obstacles, de réticences, et à un moment donné, il faut les analyser maintenant pour les surmonter. Alors, quels étaient les obstacles ? Très rapidement, les peuples européens, ils ne veulent pas spécialement de défense, ils veulent du social, vivre mieux. Bon. Donc ce n'est pas automatique dans des démocraties modernes où les leaders ont de moins en moins de marge de manœuvre par rapport à l'opinion. C'est la première chose qu'il faut attaquer en disant aux Européens, désolé, mais il faut quand même que l'Europe soit une sorte de puissance, malgré tout. Même si vous trouvez ça dégoûtant, affreux, dangereux, bon. Ça fait peur à beaucoup d'Européens. Après, il y a le fait que si on va trop loin dans une structuration d'Europe de la défense, on est en conflit. Ça n'a jamais été le cas, donc on n'a pas encore eu le conflit, mais sinon, on a le conflit avec les Américains. Pas tellement les présidents, ça dépend. Obama était assez ouvert au début, il ne donnait pas compte, mais toute la machinerie... Le Pentagone, OTAN et compagnie est évidemment complètement contre. Il faut d'ailleurs se rappeler que quand les Européens ont demandé que les Américains viennent en Europe, il y a eu le traité, mais ils n'étaient pas en Europe. Après, il y a eu les guerres de Corée, donc les Européens ont supplié au début. Ça paraît vieux, mais c'est tout à fait d'actualité. Hein. Et les Américains ont dit, OK, on revient en temps de paix, comme si on était en temps de guerre, donc on fait l'organisation, le haut de OTAN. C'est l'époque où Eisenhower, qui dirige ça, était marne de la coquette, bon, etc. Et ils ont dit, on revient... Mais c'est nous qui contrôlons tout. Sinon, vous allez nous réengager dans une guerre mondiale, et puis ça va être le chaos, etc. Ça n'a pas changé dans la tête de à peu près tous les Européens, sauf les Français. Avec quelques distinctions subtiles à apporter, si on parle non pas défense, mais aéronautique. Bon, d'accord. Donc il faut attaquer ça. Il faut attaquer l'argumentation. Il faut dire, oui, on a besoin de devenir une sorte d'Europe. Après, il faut essayer de traiter la réticence américaine. À certains moments, je l'ai cité, certains présidents disent après tout, ça serait pas mal que les Européens en fassent plus dans l'Alliance. Enfin, quand même plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fameux pilier européen de l'Alliance, ça voudrait dire quoi en pratique ? Après, il faut traiter le pacifisme. Et puis, il faut que l'affirmation européenne ne soit pas uniquement déclamatoire, grandiloquente et impuissante, en réalité. Donc, il y a un cheminement. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas simplement dire c'est le moment, ça y est, Poutine a réveillé l'Europe. Ce n'est pas encore vrai en fait. On peut canaliser les mouvements actuels, peut-être, mais en traitant les obstacles de fond que j'ai rappelés, qui ont toujours existé, mais comme le contexte n'était pas propice, ils n'ont jamais été attaqués directement. Voilà mon conseil pour les semaines qui suivent. Merci, Monsieur le Ministre. Je me tourne vers le général Éric Hautelet, major général des armées, donc numéro 2 de l'état-major des armées françaises. La guerre en Ukraine, finalement, et le retour de la haute intensité, notre chef d'état-major l'avait déjà prédit il y a longtemps, il y a quelques années, quand il était CEMAT. Et là, on voit évidemment terriblement se concrétiser ce danger avec des pertes humaines et matérielles considérables en Ukraine, une proportion d'équipements engagés qui sont extraordinairement lourds. Comment voyez-vous ça dans votre prisme militaire ? Quels sont les principaux défis finalement pour les armées françaises face à cet environnement qui s'est durci ? Est-ce que les armées françaises sont équipées d'ores et déjà pour la guerre de haute intensité ? Et sur quelle technologie finalement l'armée doit-elle choisir de miser pour rester au niveau ? Merci pour toutes ces questions.
Entendez, oui. Concernant la vision stratégique du CEMA, effectivement, il l'a formalisé en amont de la crise ukrainienne, avant le 24 février. Et donc, dans cette nouvelle approche de la conflictualité et des relations internationales, on passait bien du triptyque paix, crise, guerre à une nouvelle approche qui était la compétition, qui était un état courant. Je vois que ça disjoncte de temps en temps, qui était un état courant avec d'autres états qui étaient la contestation et l'affrontement. Et on voit que ces trois états-là, en fait, d'une permanence déjà, la compétition avec tous les pays, pouvaient être en même temps. Donc on a bien l'Ukraine, le Sahel et même l'Indo-Pacifique où on voit qu'on est en compétition. Donc cette formalisation et cette réflexion avait été menée en amont. Elle a été déclinée et on en a essayé d'en mesurer les conséquences sur notre manière de faire la guerre et notre organisation, puisqu'on voit que dans cette nouvelle approche de la conflictualité, eh bien en fait on inverse un petit peu l'emploi des moyens, où on passe d'un emploi des moyens a priori dans les champs physiques. Et ensuite, on était dans des champs, les nouveaux champs de conflictualité, les champs informationnels ou autres, à une inversion. Et quand il dit gagner la guerre avant la guerre, c'était bien occuper tous ces nouveaux champs de conflictualité avant l'engagement physique et derrière essayer de ne pas de décourager l'adversaire avant d'engager dans le monde physique. Et si on doit y aller, eh bien être prêt à y aller. Donc quand il dit gagner la guerre avant la guerre, mais tout en étant en mesure de la gagner, c'était un peu la traduction de cette vision stratégique qu'on a voulu développer dernier semestre 2021. Et donc avec le 24 février et l'engagement du russe en Ukraine, eh bien finalement on a pu valider cette nouvelle approche. Les conséquences et quel va être le défi pour nous, donc pour répondre à la question directement, eh bien c'est bien ça, c'est cette réorganisation du commandement avec une plus grande subsidiarité qu'aujourd'hui pour pouvoir répondre dans les nouveaux champs de conflictualité. Dans le domaine militaire, en fait, on se fait toujours attaquer par les nouveaux champs de conflictualité. Dans les anciens champs de conflictualité, terre-mer, on a suffisamment d'antériorité, on a développé suffisamment d'expérience, de doctrine pour pouvoir se battre. En revanche, dans les nouveaux champs comme le cyber, l'espace, les champs informationnels, la cognitique, eh bien là, on part, je dirais, à égalité avec les autres pays ou les nouveaux arrivants. Et là, c'est dans ces domaines-là qu'il faut qu'on mette les priorités et qu'on développe des nouveaux concepts et des nouvelles approches, une nouvelle organisation des armées. Pour décliner ça, en fait, le CEMA, le chef d'état-major des armées, avait choisi 3 axes. Un premier axe qui était la cohésion nationale, cohésion européenne. C'est des choses qui sont indispensables pour pouvoir garantir la résilience de notre société. Deuxième axe, c'était avec qui le partenariat, quel partenariat développer et dans quel environnement le développer, donc OTAN, Union européenne. Et puis le troisième axe, qui était la crédibilité des forces, c'était d'avoir des forces équipées, effectivement, mais également entraînées. Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre de haute intensité? Deuxième question que vous posez. Oui, mais ce n'est pas qu'une question d'équipement. C'est une approche plus globale, une approche capacitaire déjà, qui repose sur l'acronyme DORES, la doctrine, l'organisation, l'entraînement, toutes ces choses-là. Mais également, les 3 axes que j'ai évoqués avant, c'est justement quel est le soutien de la société, quels sont les partenariats qu'on a développés dans les organisations internationales, et puis, in fine, l'équilibre entre l'équipement et l'entraînement. Donc c'est suivant ces 3 axes-là qu'on raisonne. Dans le domaine des équipements, la loi de programmation a permis de moderniser nos équipements. Effectivement, et je vais anticiper la question qui revient à chaque fois sur nos stocks de munitions ou savoir si on est un modèle d'armée complet, toutes ces choses-là. Oui, on peut toujours en avoir plus. Aujourd'hui, on a un certain stock de munitions qui nous permet de nous engager. Les travaux sur le recomplètement sont menés et ça se fait donc au niveau politique avec le ministre. Dernier axe qu'on évoque peu, mais qui est, quand on parle de haute intensité, l'ultime haute intensité qui est l'engagement nucléaire. Dans ce domaine-là, je peux vous confirmer qu'on est bien autonome et qu'on est prêt, que les armées françaises sont prêtes et bien équipées. Sur la dernière question, pour respecter le temps de parole, je voudrais évoquer qu'un seul enjeu sur lequel il faudrait les armées doivent travailler, c'est l'enjeu du numérique, où en fait on doit prendre en compte la dernière révolution numérique et la traduction dans nos organisations militaires.
quand je parle de la dernière révolution numérique, c'est on a vécu l'arrivée du numérique par une approche assez traduction de la manière de travailler avec du digital. Mais on n'a pas utilisé le monde numérique en travaillant différemment et en tirant pleinement toutes les possibilités. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que tous les travaux qui se font sur la donnée, le stockage des données avec le cloud, l'exploitation des données avec tout ce qui est intelligence artificielle, calcul quantique et toutes ces choses-là, en fait, va révolutionner toute la gestion de l'information et va augmenter, va nous donner des capacités différentes de pouvoir intégrer des partenaires, intégrer des effecteurs différents, là on touche à l'interopérabilité, mais également pouvoir maîtriser la connaissance, faire de la subsidiarité, puisqu'on va passer de systèmes qui étaient très verticaux, très cloisonnés, à des systèmes très disséminés, et qui permettront d'avoir un fonctionnement qui pourra être asynchrone dans certains cas. Et donc c'est toute cette gestion-là qu'il va falloir prendre en compte et sur lesquelles on a mis la priorité au ministère des Armées. Merci beaucoup, Général. Vous m'offrez une transition parfaite, puisque je souhaite donner la parole désormais à Patrice Ken, PDG de Thales. Justement, sur ce sujet numérique et d'autres, votre entreprise, elle fait partie des entreprises les plus innovantes au monde. Donc, c'est intéressant de vous écouter sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler des technologies qui représentent, selon vous, vraiment des game changers, excusez cet anglicisme, et qui vont faire changer d'air le secteur de la défense le quantique, par exemple, mais le cyber aussi, l'intelligence artificielle et, comme l'évoquait le général, toutes les problématiques de big data. Effectivement, on ne s'était pas concerté, mon général, mais c'est vrai que ça fait une très bonne transition avec cette thématique. Peut-être juste, avant d'aller sur les technologies de rupture, il faut déjà bien faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, l'effet d'échelle joue à plein, en tout cas pour nous, puisqu'effectivement, sur 80 000 personnes, on a 30 000 personnes en R&D. Et c'est 3,5 milliards chaque année, majoritairement, je dirais, financés par nos clients, et notamment le client Défense et Défense France, mais pas que, dans le spatial, c'est le CNES, c'est les agences spatiales nationales, l'ESA, etc. Donc effectivement, il faut avoir cette masse critique si on veut rester, je dirais, moi ce que j'appelle au meilleur niveau mondial, bon, je dis ça avec la modestie qui se doit bien sûr, hein, mais sur ce compartiment, ce champ de jeu. Après, effectivement, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance, aider nos armées ou nos clients en général à avoir un coup d'avance et regarder ces fameuses technologies émergentes ou de rupture. Un mot sur le numérique. Pour moi, c'est le coup d'avance, mais d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça y est, hein, c'est fait, hein, c'est arrivé. Alors, ça met du temps après à se déployer. C'est vrai que l'utilisateur final va mettre peut-être un peu de temps à en voir le plein bénéfice, mais pour autant, d'un point de vue scientifique, technologique, industriel, c'est déjà parti. Donc ça, c'est effectivement l'arrivée dans des milieux particuliers des technologies cloud, donc vraiment de capacité de calcul, stockage massif, élastique, avec en plus toutes les capacités de développer de manière extrêmement agile les cas d'usage. Mais ça, c'est presque déjà hier. Finalement, le cloud, ça existe maintenant. Voilà, c'est intégré. Demain, c'est plutôt l'edge et le far edge computing. C'est comment on va amener ces capacités de calcul au plus près, voire dans les plateformes, voire même dans les capteurs qui sont dans les plateformes. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas passer notre temps à rapatrier des données d'un capteur vers un cloud qui serait basé en métropole. On sait bien que dans les milieux, dans un milieu défense, les capacités de transmission sont contraintes. Voire très contraintes. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ces différents moyens vont nous permettre de donner corps à cette idée de combat collaboratif, dont on parle beaucoup, mais les technologies sous-jacentes, c'est bien ça. Il y a aussi l'intelligence artificielle, qui est un petit peu indépendante du combat collaboratif, qui vient, je dirais, mettre, alors sans jeu de mots, mais de plus en plus d'intelligence. Alors pour nous, c'est dans les capteurs. Effectivement, on va automatiser un certain nombre de choses, on gardera toujours l'homme dans la boucle, effectivement, pour les applications de défense, et c'est un incontournable. Et puis il y a ce socle qui est la cyber, parce que plus on numérise, finalement, c'est le paradoxe, hein, plus on accroît les sources de vulnérabilité de nos systèmes. Donc voilà, faut bien avoir conscience que c'est une très grande force, ça va apporter beaucoup de choses, mais par ailleurs, il faut d'autant plus se protéger des attaques informatiques quand on a des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés et à base de logiciels. Ça, c'est vraiment les ruptures, je dirais, d'aujourd'hui, même si, encore une fois, on met un peu de temps pour les voir, je dirais, leur plein effet dans les forces.
Et puis il y a vraiment le coup d'après du coup d'après, et en particulier en ce qui nous concerne le quantique, vous l'avez cité, le général l'a cité, effectivement, que ce soit via les capacités de calcul démultipliées, ordinateur quantique, alors le parfait ou la version intermédiaire, le NISQ, qui existe déjà, pour booster les capacités des supercalculateurs actuels. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment travailler sur deux pans, les capteurs et les communications quantiques. Alors les communications quantiques, c'est vraiment... Et là, je dirais, la science, elle est à l'état de l'art, elle nous permet de sortir du laboratoire, c'est les échanges, je dirais, de clés quantiques. Bon, voilà, il faut le passer à l'échelle industrielle, mais j'ai envie de dire, les verrous technologiques aujourd'hui sont, je veux dire, en passe d'être franchis. Sur les capteurs quantiques, alors là, il y a plein d'applications différentes. Je vais en prendre juste une pour illustrer, qui est cette capacité à faire des antennes, on parle beaucoup de connectivité, mais qui ne seraient plus proportionnelles à la longueur d'onde. Donc quand vous allez dans les très basses fréquences, ça veut dire très grande longueur d'onde, ça veut dire des très grosses antennes. Alors c'est sûr, si vous êtes à terre, c'est pas trop gênant. Sur un bateau, ça commence à être gênant. Si vous êtes dans un avion, c'est très très gênant. Donc avoir effectivement des antennes qui soient de la taille finalement du bout de mon doigt et non plus de quelques mètres de diamètre sera effectivement un changement, enfin une vraie rupture technologique pour les applications de connectivité qui sont absolument importantes, voire clés pour le combat collaboratif. Voilà, on prépare bien vraiment demain et l'après-demain dans ces domaines-là pour permettre typiquement aux armées françaises d'être au meilleur niveau technologique et donc capacitaire sur ces questions-là. Merci beaucoup, Patrice Ken. Je vais passer la parole à un autre industriel de défense, Michael Schöllhorn. Vielen Dank, hier zu sein. PDG d'Airbus Defence and Space. Ce serait intéressant de savoir, en tant qu'industriel de défense européen, quels enseignements vous tirez de la guerre en Ukraine, sur le plan des coopérations, de l'OTAN. Et puis, on aimerait entendre votre éclairage sur le changement de paradigme qui s'est opéré en Allemagne sur les sujets de défense, avec justement cette annonce du gouvernement allemand de la volonté d'investir massivement dans un outil de défense qui a été longtemps un peu... qui a subi des disettes, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage et sur justement les investissements massifs que l'armée allemande va faire pour se moderniser et s'adapter aux nouvelles menaces. Merci. First off, thanks for the question, and I apologize, I will reply in English. I hope you can bear with me, but that makes it a lot easier on that level of participation. I also will try to keep my voice less squeaky because I've just recovered from my personal COVID experience, but I tested negative, so no worries. Well, the question about this 100 billion budget coming from Germany came totally unexpected. But maybe I linked the whole question that you asked to the overall motto for this discussion, which is, are we at a new era, at the beginning of a new era in defense? And I think my answer would be, it depends. If you look at it from a technology point of view, I think we can clearly see, and Patrice has pointed many things out, that era had already started some time ago, but we see it now come into fruition. And the big change is not that it's happening, but that people recognize it. And recognize it so visibly, the importance of space for Earth observation, for seeing the 60-kilometer-long lines of Russian troops. The fact that the Ukrainian government could only keep up their communications by means of a constellation, unfortunately not a European constellation, but somebody else's. The role of digital, the role of drones, which experts saw a long time ago from Nagorno-Karabakh and from other. So combat mass still matters, conventional means still matters, but they are augmented and made effective by digital means, by software, by cyber, by all these things. Hybrid warfare, multi-domain, it's all there. What I would probably add is, and that's maybe something where I modestly think the Americans are better than we are in Europe, is to leverage commercial, civil innovation faster for the military purpose. So that's one lessons learned again for my company. Secondly, the political discussion
in some countries more than in others, has changed. I mean, France has always had what I would call a healthy attitude towards defense and towards their own armed forces. The UK probably also. In Europe, Germany has had a very difficult positioning towards their own military and towards the contribution of NATO, as we all know. And as a former military officer, I found that very regretful, but it was 30 years in almost systematically dismantling the ability of the German armed forces. Now, is that all changed with 100 billion? Maybe not. There's a bit more that comes to that, but I think it has really been a wake-up call for the whole political discussion, and also having already some effects on this very unhealthy ESG discussion that has been all around, with putting defense in a corner of not being socially responsible and being not sustainable, if you will. So is it yet a full change in swing? Not yet, but I think it's a much more balanced discussion now, with the first banks reversing course and first companies changing their ESG policies. Budget has changed, not only in Germany, in other countries as well. And that the 100 billion has been approved. 41 billion go to the Air Force. I'll come to where that is being invested. So that makes a difference. If people thought that this is now going to be financing all the latest and greatest technologies, no, it was just underpinning all the projects that have been discussed all along, like FCAS, like the heavy transport helicopter, like other things. Fourth, I would say the geopolitical context has changed. When in the 20th century, the West, led by the US, probably was, at least in the second half of it, undisputedly the technology leader. That's not a given anymore with what China is doing, how advanced China is on digital, on cyber, on many things that we don't even know how far they are. But they're certainly leveraging their commercial technologies as well. So that leads me to sort of the fifth point of looking at it. While in that situation, one would normally come to the conclusion Europe needs to step it up. Europe needs to pull together more. Europe can only remain relevant if we collaborate better. And actually, it's also what, at least under the current presidency, the US wants, because they get ready for a two-front war and they need Europe to pull their own weight, so they can deal in the Asian or in the Pacific theater. The start of a new era is not yet fully visible. I think we're coming to a crossroads where we need to put, actions behind this and not just talk about it all the time. I agree with what Joël has said before. The glass is half full, but it could be fuller than half. And I think this is what the call of these days are. Merci beaucoup. Je me permets quand même de vous relancer avant de redonner la parole à nos autres intervenants sur ce dossier du FCAS. Joël Barre, notre directeur général de l'armement, ainsi que le président de la commission défense du Sénat à la précédente table ronde, pressaient disaient leur souci, leur inquiétude que l'urgence en fait que ce projet aboutisse. Vous avez vous-même évoqué le besoin de collaboration renforcée entre Européens. Où en sont les négociations? About FCAS? Well, I think Eric Trappier has summarized it well. We have gone quite through some positive studies and are at the point where we are. We're now coming to a point where we have some industrial difficulties in terms of deciding who does what in this. FCAS is not only the next generation fighter. We have 6 pillars that are all ready to start. Everybody's waiting. We're waiting. We have one pillar in which we still have difficulties, which I would describe as combining leadership and a maître d'œuvre, which we do not dispute at all, with the right level of collaboration. And this is what, in our true belief as Airbusien people, this is what needs to happen for it to be successful. Not only because of all the complications that
were correctly described before, with the German parliament deciding 2 years down the road if this is collaborative enough, but also because we think that's the best way of putting the creativity, the intelligence, and the money of all involved companies together. Merci pour cette réponse. Je rebondis un peu sur vos différents propos, et en particulier sur ceux de Monsieur Védrine sur l'invasion de l'Ukraine, qui a effectivement réveillé le besoin de défense en Europe, a ramené les enjeux de défense au centre des préoccupations, et donc les budgets de défense, comme vous l'avez dit, promettent d'augmenter nettement, à commencer par celui de l'Allemagne. La Finlande et la Suède, comme vous l'avez évoqué, Monsieur Védrine, veulent rejoindre désormais l'OTAN. Est-ce que vous pensez, chacun d'entre vous, que ce mouvement de fond soit susceptible de favoriser la souveraineté européenne en parallèle du réveil de l'OTAN? Et par exemple, concrètement, quelles pourraient être à votre sens les conséquences du renforcement du poids européen au sein de l'Alliance Atlantique? Peut-être Monsieur Védrine voudrait réagir. Je ne peux que revenir à mon esquisse de scénario de tout à l'heure. Si s'est produit un déclic, je ne suis pas sûr que ce soit le cas encore, un déclic dans la tête des Européens. Parce qu'il y a un problème de budget, il y a un problème de programmation, il y a un problème d'organisation, mais il y a un problème de déclic mental, comme on dit chez les sportifs. Ça fait plusieurs générations d'Européens qui pensaient que c'était dépassé tout ça, qu'on n'en avait pas besoin. Donc avec les spécialistes, les experts et les militaires et les industriels qui essayaient de continuer. Donc c'est un vrai déclic, et que les Européens se disent la mort dans l'âme. Oui, on est obligé quand même de se défendre, malgré tout. On n'est pas totalement sûr de la protection américaine. Et puis il y a d'autres choses. Bon, imaginons que ce soit le cas. Donc je répète, il y a un processus très compliqué. Ça veut dire que chaque pays augmente son effort, que la France reste au meilleur niveau possible de budget, de préparation, d'armement, de technologie, ceci, cela. Les autres doivent transformer leurs armées, qui sont incapables de combattre, en résumé, en armées combattantes, c'est pas évident. Et on va tomber sur des sujets non traités jusqu'à maintenant, parce que l'occasion ne se présentait pas. C'est qui décide après. Imaginons qu'il y ait une sorte d'affirmation des Européens dans l'Alliance. Ok, c'est quoi la gouvernance de ça? C'est qui? Si la France continue à parler d'une défense européenne en dehors de l'Alliance, ça s'arrête instantanément. Bon, c'est une voie fermée, c'est absurde. Mais si on dit que c'est les 27, il ne se passera rien. Est-ce que c'est une coopération renforcée, structurée? Est-ce que c'est des volontaires, au cas par cas? Et après, qui décide quoi? Est-ce qu'il y a une sorte de zone de tolérance dans le système américain pour dire oui, c'est pas mauvais que les Européens s'affirment plus, à condition qu'ils n'en fassent pas trop, pour pas créer le désordre complet dans l'Alliance? Quelle est la marge? Et ça porte sur quoi? Vous voyez, il y a tout un cheminement. Il faut rassurer les Polonais et les Baltes, qui considèrent que le moindre effort en matière d'Europe de la défense donne un prétexte aux Américains pour partir. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis qu'ils sont entrés dans l'Europe, ils ont tout bloqué, en fait, sur ce plan. Parce qu'à leurs yeux, c'est trop dangereux. Donc il faut leur dire, mais non, regardez, on travaille avec le président des États-Unis, X ou Y, qui n'est pas contre, jusqu'à un certain point. Vous voyez, c'est très subtil, en fait, comme opération. Et je répète qu'à mon avis, il ne faut pas trop annoncer, pas trop déclarer, progresser, donc pas du tout à la française, en fait. Et c'est ça qui est... Donc il faut trouver les points d'appui. J'ajouterais qu'il ne faut pas le faire naïvement, parce que l'Europe de la défense, très bien, en plus de l'Alliance, c'est formidable. Mais en vrai, ça veut dire quoi? Et même le franco-allemand, moi j'ai passé les 3/4 de ma vie dans le pouvoir, qui était très très longue, dans le franco-allemand. Bon, on ne peut pas non plus être totalement naïf. C'est évident que la France doit quand même garder les capacités qu'elle a gardées, qu'est le pays en dehors de la Grande-Bretagne, qui est maintenant en dehors, mais c'est quand même le pays qui a le plus gardé de capacités sur ces plans-là. Donc on ne peut pas les jeter dans le feu de la défense européenne si c'est un mirage. Donc on a des intérêts à défendre. Ce qui veut dire que dans la relation franco-allemande, il faut à certains moments, on sera obligé de faire des compromis, peut-être, voire des arbitrages difficiles ou pas. Ça dépend de l'enjeu, en fait. Donc c'est pas automatique. Donc je suggère, moi, puisque l'occasion se présente grâce si je peux dire, la provocation tragique et stupide de Poutine de se poser ces questions-là, je suggère qu'on les aborde avec beaucoup de sérieux méthodique et de remplacer tous les mots creux. Déjà, la communauté internationale, vous avez vu, il n'y en a pas, donc oubliez ce terme. Il y a plein d'autres termes creux à oublier.
Et il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc je me répète un peu, mais, non, mais merci beaucoup. Votre question m'amène à me répéter oui, en précisant, en essayant de préciser. Vous aviez déjà traité largement. Et je pense pas que c'est injouable avec la machinerie Pentagone, OTAN, etc. C'est pas injouable avec Biden, je pense. Parce que Biden, aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait, son défi, c'est la Chine. Enfin, ça reste la Chine. C'est Obama qui l'avait dit le premier, de façon cérébrale, un peu abstraite, puis Trump avec ses gros sabots, et maintenant Biden. Bon, ça reste le cas. Je crois qu'il avait vraiment cru qu'il avait réussi à laisser Poutine dans sa boîte, in the box. Que Poutine avait d'horribles mauvaises intentions, mais qu'il ne le ferait jamais. Bon, voilà. Et donc ça l'embête. Alors évidemment, du coup, ça crée une opportunité pour les Américains, et puis la campagne électorale pour les mi-termes passe par Kiev largement. Bon, donc il y a une sorte d'engrenage américain. Mais je crois, vous voyez les voyages au Japon et en Corée du Sud, qui restent centrés sur l'Asie. Donc si les Européens, intelligemment, il faut voir lesquels, sur quel sujet, disent voilà, on peut faire plus, c'est pas impossible qu'ils disent pourquoi pas, c'est pas mal. Si c'est bien mené. Et ça renvoie la balle de notre côté. Mais ne partons pas de l'idée que le président des États-Unis sera automatiquement contre. Et même Trump, caricatural, n'était pas contre, parce que lui, il s'en fichait globalement. Donc il disait faites plus. Bon, donc ça nous renvoie un peu à notre capacité à nous, de volonté et un peu d'habileté quand même. Je me tourne vers nos industriels de défense. Justement, en faire plus, est-ce que ça vous paraît faisable au niveau européen ? Et est-ce que ça m'intéresserait aussi de savoir quelle est votre vision sur l'exigence d'interopérabilité au sein de l'OTAN ? Est-ce que ça ne risque pas, in fine, de favoriser l'industrie américaine de défense ? Je commence ? Merci Mike. Sur la prise de conscience, elle est là. Sur quoi elle va déboucher ? Je suis d'accord avec le ministre Védrine, moi je ne sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs scénarios, plus ou moins, je dirais, satisfaisants ou pas. D'un point de vue industriel, et c'est ce que d'ailleurs on a été amené à dire très vite aux gens qui nous interrogent, dont les investisseurs, par exemple, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'impact à très court terme. Enfin, ça ne va pas changer 1 euro du chiffre d'affaires du groupe cette année, en termes économiques. Voilà. Pourquoi ? Parce que notre industrie est assise sur des cycles longs. C'est une caractéristique, c'est pas parce qu'on se fait plaisir. Les cycles de décision sont longs. Voilà, pour faire un programme d'armement, c'est plusieurs années de gestation. Pour le lancer, pareil. Pour le réaliser, pareil, etc., etc. Donc à très court terme, l'impact économique pour les groupes de défense, il est probablement très très modéré, très modéré. L'enjeu, il est plutôt, qu'est-ce que ça veut dire sur l'impact moyen-long terme ? Là, on retombe dans les différents scénarios, effectivement, accroissement des budgets de défense, oui, non, etc. Moi, j'ai 2 choses auxquelles j'ai envie de croire. J'ai bien dit, j'ai envie de croire. Premièrement, c'est qu'effectivement, ça va déboucher sur une longue période, alors longue période, on peut dire 10-15 ans, je dirais, d'augmentation graduelle, continue des budgets de défense, que les pays européens vont effectivement réinvestir dans le champ de la défense, là où c'est vrai, après la chute du mur de Berlin, c'était sur d'autres champs, tout aussi nobles, si je puis dire, la culture, l'éducation, la santé, etc. D'autres choix politiques avaient été faits. Voilà, que ce choix politique remette effectivement parmi les priorités réinvestir ou continuer d'investir pour la France en tout cas dans sa défense et d'éviter les stop and go qui sont pour notre industrie assez mortifères. Assez mortifères. Donc ça, voilà, j'ai envie d'y croire, ce qui donnera effectivement de la lisibilité et puis qui continuera de remettre à niveau ou de mettre à niveau, de tenir à niveau selon les différents pays, si je puis dire, les capacités militaires dans la durée. L'autre chose auquel j'ai envie de croire, c'est que le bon sens revienne aussi sur les questions d'ESG. Alors, je sais que c'est une thématique de la table ronde, mais ça va peut-être permettre de l'introduire. Bien sûr. Dans cette problématique, je pense qu'on a, l'Europe en particulier, parce que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous, perdu un peu notre bon sens. On a perdu le nord de la boussole. Voilà. De considérer qu'effectivement on peut protéger nos démocraties, la paix, la sécurité, en condamnant à terme les industries de défense nationale, je ne comprends pas comment on peut tenir ce raisonnement. Pourtant, certaines personnes très intelligentes tiennent ce type de raisonnement et qui sont dans la durée, là aussi, mortifères.
Voilà. Mettre en place des écolabels en Europe qui interdisent tout fonds d'investissement qui se dote de cet écolabel d'investir dans les sociétés qui font plus de 5% dans la défense, à terme, c'est mortifère. Voilà. Alors on va me dire, bon, mais c'est pas très grave, finalement, des grands groupes comme Airbus, comme Thales, comme vous avez accès au marché des capitaux au niveau international, qu'est-ce que ça peut vous faire, monsieur Ken ? Il y a des conséquences immédiates, très court terme, très opérationnelles de cette désaffection des investisseurs dans la défense. C'est le niveau de valorisation de nos entreprises. Qu'est-ce que ça peut faire, encore une fois ? C'est très simple à comprendre. Quand on est moins valorisé qu'une entreprise américaine, par exemple, à taille équivalente, à profitabilité équivalente, etc., sous-entendu, vos multiples de valorisation sont plus faibles. Quand vous achetez une société qui elle, a des multiples de valorisation plus forts, vous détruisez de la valeur instantanément. Voilà. Pour vos actionnaires. Ça veut dire que vous ne faites que... Vous envoyez comme signal, surtout, ne restez pas actionnaire de chez nous. Voilà. Parce que pour se développer, de toute façon, on va continuer à détruire la valeur. Voilà. Donc ces raisonnements économiques, qui ne sont pas très compliqués une fois à comprendre, montrent bien que si ça continue, nous sommes, nous, industrie européenne, en désavantage concurrentiel, certain, lorsque on se mesure, on s'affronte, se confronte, je ne sais pas comment dire, je prends des mots un peu guerriers, mais avec nos compétiteurs, notamment américains, qui eux ne souffrent pas de cette désaffection. Les Américains sont très pragmatiques, considèrent que l'industrie de défense est une industrie stratégique, tout à fait noble, dont ils ont besoin pour protéger les valeurs de la démocratie américaine, leurs propres intérêts, etc., etc. Et ça, j'ai envie de croire que cette prise de conscience conduira à plus de bon sens sur ces questions d'ESG en Europe. Je vais peut-être passer la parole à Michael Schöllhorn sur ce même sujet, sur le sujet de l'ESG, taxonomie. Vous avez abordé cette question brièvement dans vos propos précédents, mais quel est le point de vue allemand sur la question et le point de vue d'Airbus ? Let me start with my own view, and then I come to the German view. First of all, I would say the short of it is, if I weren't optimistic, I wouldn't be working for Airbus. Because that's what we strive for. That's what we stand for. That's in our DNA. We think this is possible in the end. Now, let's be realistic and let's not be naive. It's an uphill battle. And Patrice has mentioned many things that stand in the way. It starts with how profitable are defense companies allowed to be in Europe, with all the price checking and all the rules and all the regulations. And that is on top of a basis that is just speaking against us. I think the comparison was made before. The total EU defense budget is half of the US budget, about. Now, we have about a factor, depends on which weapon system we talk about, 5 to 10 more platforms. They would distribute half the money over. Then you throw in the advantage of the US that I mentioned before, that they're much better at collaborating between the civil and the military. Look at Elon Musk. It's not only a clean startup story, it was heavily supported and financed by the DoD, by the Department of Defense. That's why he is where he is today. So this is something that I think we need to become a bit more practical in Europe. And then the question is, how do we create a landscape that at least partially tries to offset those disadvantages? It has to do with regulations. It has to do with a certain consolidation. That doesn't have to be a legal or M&A type consolidation, but at least consolidation in terms of large programs. And when I'm honest and looking at my current order intake and funnel of what can I win, a lot of these decisions are made on a very national basis still. The majority of defense procurement decisions are made from a very national point of view, and that's standing in the way. So we need to overcome that and seize the moment that we have and come to grips and not only talk about sovereignty of Europe and the Airbus of whatever. Let's do it. Je vais passer la parole au général Hautelet. On va rester sur le sujet de l'environnement. Là, à l'heure de l'urgence écologique, c'est vrai que défense et environnement, comme ça, pourrait sonner comme un oxymore. Mais vous allez sans doute nous dire le contraire. Comment les armées prennent-elles en compte cette tendance lourde ? Que font-elles pour coller à cet impératif quand même écologique ?
Je vais répondre à cette question. Je voudrais quand même faire juste compléter un petit peu les réponses qui ont été faites sur l'OTAN et l'Union européenne, puisqu'en fait, on a eu l'aspect diplomatique, diplomatique et industriel. Au niveau militaire, effectivement, ça fait longtemps qu'au niveau militaire, on a un single set of forces, un seul set de forces, et on sait travailler dans des environnements qui sont otaniens, européens ou autres, ou ad hoc. Ça, c'est important. Et je voudrais quand même revenir sur un événement qui est peut-être passé inaperçu, mais le fait que les Français aient déployé la VJTF, on était d'alerte VJTF depuis le 1er janvier 2022, et donc on a déployé la VJTF dans les temps. Il n'y a que 2 pays qui savent faire ça dans l'OTAN aujourd'hui. Il n'y a que 2 pays qui peuvent le faire. Et donc on l'a fait. Ça c'est important, ça montre bien, on l'a évoqué tout à l'heure, savoir si les forces françaises étaient capables de faire des engagements. Oui, on est capable de le faire. On a été capable de respecter les engagements qu'on avait pris dans cette organisation. Deuxième point que je voulais mentionner, c'était sur ces organisations-là, c'était mentionné par le ministre, c'est on a quand même un changement de paradigme. Que les Finlandais et les Suédois demandent à adhérer à l'OTAN, c'est quand même quelque chose qui est important. On a un changement stratégique important. Que les Danois renoncent à leur opt-out européen, c'est quelque chose qui passe inaperçu en France parce qu'on n'a pas cette culture-là, mais c'est important aussi. Et que l'engagement militaire français dans une mission d'alerte de l'OTAN, qu'on ait déployé cette VJTF, cette mission d'alerte, mais qu'on ait aussi complété par d'autres moyens aériens, maritimes, au sol, en Roumanie, en Estonie. Toutes ces choses-là, c'est un vrai changement de paradigme. Alors les questions qu'il va y avoir derrière, elles sont importantes. Au niveau militaire, c'est déjà dans l'organisation des structures. Tout ce qui est la prise de conscience a eu lieu et les travaux qui se déroulent en ce moment à l'OTAN, en amont du concept stratégique de l'OTAN, sur les forces structures de l'OTAN, en fait, vont avoir un impact énorme. Parce que revoir la composition des forces, c'est aussi revoir tout ce qui est commandement des forces. Et derrière, avec l'arrivée de nouveaux pays, avec une organisation des forces différentes, il va y avoir justement quelque chose qui est important, ce qu'on appelle les flag to post chez nous, et qui sont les postes de commandement qu'il va falloir prendre. Et là, c'est un changement également de mindset, puisqu'il va falloir peut-être, par rapport à notre retour en 2009, où on avait été principalement du côté du capacitaire, on a été chercher le poste de SACTI, on avait un peu délaissé toute la partie chaîne des opérations. Or là, dans les 10-15 prochaines années, ce qui va être important dans l'OTAN, ça va être la défense collective et ça va être le positionnement de nos forces. Ça va être l'alimentation d'un nouveau mur, je dirais, mais qui est beaucoup plus grand. Quand on n'avait que la partie, à l'époque, quand je suis rentré dans l'armée, il fallait qu'on fasse, je dirais, l'Allemagne. Et là, le fait qu'on ait augmenté le nombre de pays, on est à 30 pays maintenant, le fait qu'on ait augmenté le nombre de pays fait que la solution militaire n'est plus la même. Et derrière, ça veut dire un repositionnement de nos postes d'influence dans l'OTAN, un repositionnement, une réflexion de ce pilier européen. L'expérience que j'ai pu avoir en revenant dans la structure de commandement intégré de l'OTAN en 2009 montre qu'on a eu une évolution aussi des pays. L'OTAN qui est initiale, où les pays n'avaient pas de structure de planification, de choses comme ça. En fait, tous les pays qui sont dans l'OTAN aujourd'hui ont mûri et ont leur structure et sont capables de faire, je dirais, de construire ce pilier un peu européen qu'on appelait de nos voeux il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui, en fait, peut s'appuyer sur un environnement totalement différent. Donc ça, pour moi, c'est quand même un game changer, pour reprendre le terme employé tout à l'heure, qui est important. Concernant l'environnement, oui, un petit mot sur l'environnement. Alors rapidement, c'est pris au sein des armées. On a une stratégie développement durable, on a une stratégie climat, on a également beaucoup de stratégies qui s'appuient sur tout ce qui est développement durable, développé en interministériel. Et il faut savoir, alors là je vais prendre quand même quelques petits chiffres parce que je ne les ai pas tous en tête, mais le domaine militaire en France, en fait, on représente quasiment 50% du domaine qui est classé en zone d'intérêt écologique et qui est des domaines militaires. Donc en fait, c'est quelque chose qui est intégré dans notre manière de fonctionner. Donc ça, c'est pour tout ce qui est préservation des surfaces habitées, habitables. Et la deuxième partie sur laquelle on travaille, c'est la prise en compte de l'évolution climatique sur les opérations de demain et également sur le capacitaire. Donc là, on travaille également à anticiper tous ces points-là. Merci, Général. Monsieur Védrine, vous aviez une réaction. Et ce sera sans doute le mot de la fin. Je réagis sur les
différentes interventions. Je suis d'abord globalement très très d'accord. Moi, je suis pas tout à fait du même monde, on va dire professionnel, industriel, mais je suis absolument d'accord. Je ferai une remarque à partir de ce qu'a dit M. Ken et qui est très important. Les Européens sont en train de réatterrir dans le monde réel, en partie. Mais ils ont gardé une sorte d'arrogance morale. Il y a une sorte d'arrogance morale qui peut tourner au fanatisme moral. Les moralistes peuvent être fanatiques. On se rappelle le Savonarole, etc. Alors je trouve dans l'interdiction précisément, ou les entraves mises à certains développements, à certains financements, vous avez très bien montré les mécanismes négatifs que cela entraîne, il y a une sorte de prétention qui est issue de l'idée que l'Europe s'est faite d'elle-même pendant les 30 années d'illusion sur la mondialisation heureuse et compagnie, qui est qu'on est l'avant-garde morale de l'humanité. Et on est censé d'ailleurs avoir une vocation universelle, nous les Français, que nous nous sommes donnés à nous-mêmes. Bien sûr, ce n'est pas l'univers qui nous l'a donné. C'est une vocation plus à sens unique, c'est-à-dire d'exportation. Parce qu'on n'aime pas du tout quand l'univers se projette sur nous. On pense l'inverse. Bon, donc il peut y avoir des conséquences tout à fait nuisibles. Regardez en matière de justice. Ce n'est pas du tout notre sujet collectif ce matin, mais il y a une sorte d'arrogance. Regardez certaines décisions de la Cour de justice européenne, qui sont parfois aberrantes à partir d'une vision très honorable, mais très abstraite, en fait, du droit, de la justice, de ceci, cela. L'idée très répandue en Europe de la compétence universelle. Certains pays, notamment la Belgique, c'était lancé dans l'idée qu'ils pouvaient juger n'importe quoi, n'importe qui, même si ça n'avait aucun rapport avec leur pays. Ils ont eu battre en retraite après. Ça reste quand même très présent. Donc au milieu de la prise de conscience progressive, nous nous réjouissons tous. Par rapport à ça, il y a quand même un reliquat. En matière d'environnement, c'est évident, moi je pense depuis très longtemps, qu'il faut écologiser, comme on disait industrialiser, tous les modes de vie et de production, sinon à quelques générations de distance, l'essentiel de la planète sera inhabitable. Donc c'est la chose vitale, plus que tout le reste. Il n'empêche qu'il y a une façon de procéder qui est rationnelle ou intelligente, et il y a la façon des écologistes politiques qui se sont trompés sur à peu près tout dans l'ensemble de l'Europe, à commencer par la question du nucléaire, puisque leur aveuglement, leur phobie a conduit à des aberrations comme celle de la politique énergétique en Allemagne, qui est complètement absurde, incohérente, nuisible pour tout le système. Mais ça vient aussi d'une sorte d'idéologie complètement abstraite, alors qu'il faut l'approcher rationnellement, par étapes. Et l'écologisation n'a pas besoin de manifestations, ni de gourous, ni de mi-prophètes excités. Elle a besoin de chercheurs, d'ingénieurs, d'industriels, de ça. Donc il y a vraiment des domaines, et là ça vous touche de plein fouet sur la question de la limitation de la part des investissements consacrés à la défense. C'est le domaine où les Européens hésitent encore. Donc ça revient quand même à votre première question. Est-ce que les Européens ont pris conscience de la dureté du monde réel avec l'agression de Poutine? En partie. En partie. Et on n'est pas tout à fait sûr de la suite. Non, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc je crois qu'il faut agir à tous les niveaux pour que les Européens deviennent plus réalistes. Mais ça veut dire dans certains cas moins prétentieux. Pas moins ambitieux, pas moins exigeants sur les transformations de l'industrie. Mais vous voyez, même l'armée répond, elle fait tout ce qu'elle peut, etc. Alors évidemment, ça dépasse beaucoup notre échange, mais ne croyons pas qu'on va concrétiser utilement un réflexe opportun du côté des Européens si l'ensemble le reste de la question n'est pas posé. Et ça sera très intéressant de voir comment évolue l'Allemagne après la décision du chancelier, l'abandon du pacifisme allemand qui était devenu par nécessité consubstantiel à l'Allemagne, et qu'est-ce que ça va donner en pratique, et pour nous qui sommes également les partenaires obligés. Donc il y a un long chemin. Ne croyons pas que tout ça est réglé uniquement par Poutine. Merci pour cette conclusion ouverte. C'est pas une conclusion, c'est un Monsieur point le de vue. ministre, oui, tout à fait. Et merci à tous les participants. Merci infiniment de votre présence au Paris Surf Forum. Merci beaucoup. Et je vous demande de les applaudir. Merci.